et demi à Paris, au Conseil des 500, et son mandat se termine en 1798. Et quand son mandat se termine en 1798, il rentre en Bretagne, il s'implique à nouveau dans la vie locale, il semble qu'il ait soutenu le consulat puis l'Empire après le 18 Brumaire, c'est-à-dire après le coup d'État du général Bonaparte. Jacques Caïnec, qui s'est compromis avec la Révolution, a pu susciter l'hostilité d'une partie de ses contemporains. Et on peut s'interroger sur les raisons qui l'ont conduit, en 1803, à quitter Plounéour-Ménez pour Guiclan. Alors, plusieurs auteurs ont évoqué le fait que sa ferme de Kermorvan était un domaine congéable et qu'il choisit de s'installer au manoir de Kermorvan en Guiclan, donc qui porte le même nom que Kermorvan Plounéour-Ménez, qui était un bien national devenu sa propriété en 1796. En 1796, Jacques Caïnec avait demandé un autre congé qui lui avait permis d'aller à Quimper pendant quelques jours pour acheter des biens nationaux. Et donc, il avait acquis ce bien national à Guiclan. Donc, il va s'installer chez lui, véritablement, à Guiclan, puisqu'ici, il n'était en principe que locataire. Alors, on peut se demander aussi si Jacques Caïnec était en bon terme avec la municipalité de Plounéour-Ménez. À Plounéour-Ménez, on sait qu'il n'y a que 2 fabricants de toiles, dont Jacques Caïnec, qui, sur les 35 qui comptait la commune, qui ont acheté des biens nationaux. Or, ils avaient en général les moyens d'en acheter. Donc, dans sa commune, Jacques Caïnec fait presque exception. Et le fait d'avoir acheté des biens nationaux alors que l'immense majorité de ses collègues n'en ont pas acheté témoigne de la part de ses collègues d'une défiance, voire d'une hostilité à la Révolution, parce que l'achat des biens nationaux était perçu par beaucoup de gens comme un véritable vol, puisque c'était des biens qui avaient été confisqués justement aux nobles et au clergé. Et on a également une lettre de Jacques Caïnec aux habitants de la commune qu'il écrit de Paris en 1797, donc nous sommes toujours dans le contexte de la guerre, et Jacques Caïnec, dans cette lettre, tente de dissiper le malaise qui est suscité par l'impopularité des enrôlements dans l'armée. Donc, il y a sans doute des tensions, et Jacques Caïnec est un petit peu mal à l'aise par rapport à ses concitoyens de Plounéour-Ménez. Et puis également, la municipalité de Plounéour-Ménez a manifesté également une grande réserve à l'égard du clergé constitutionnel, alors que Caïnec est au contraire hostile au clergé réfractaire. Et on a une lettre qui est intéressante de la municipalité de Plounéour-Ménez en 1795 aux administrateurs du département, donc aux autorités du département, dans laquelle la municipalité explique que beaucoup de parents de Plounéour-Ménez préfèrent faire baptiser leurs enfants dans les paroisses voisines, et en particulier dans les paroisses de Lafeuillé et de Comana, où l'on officie comme dans l'Ancien Régime. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à Comana et à Lafeuillé, en fait, le clergé réfractaire continue à baptiser, de façon plus ou moins clandestine. Peut-être un petit peu moins en 1795, la terreur est terminée, donc il y a une certaine atténuation de la politique religieuse des révolutionnaires. Donc vous avez des parents qui n'hésitent pas à faire un certain nombre de kilomètres à pied pour aller à Lafeuillé et à Comana pour faire baptiser leurs enfants. Et ce que dit la municipalité, c'est comment veut-on qu'un enfant qui vient de naître puisse supporter le froid d'un hiver rigoureux, on est au mois de mars, l'hiver est en train de se terminer, comme celui de la présente année. Plutôt que d'exposer un grand nombre d'enfants à une mort certaine, il nous semble qu'il y aurait de la prudence de permettre à nos ci-devant prêtres, donc à nos anciens prêtres qui se sont cachés, de baptiser dans notre église ou dans quelques chapelles de notre commune. En fait, ce que la municipalité expose, c'est le problème de la mortalité des nourrissons baptisés dans les paroisses voisines pour obtenir le retour du clergé réfractaire à Plounéour-Ménez. Et on a une autre lettre du maire de Plounéour-Ménez en 1800 qui dénonce le curé constitutionnel de Plounéour-Ménez qui est jugé ivrogne et libertin. Alors, ce type d'accusation était quand même très répandu, c'est-à-dire que le clergé constitutionnel avait souvent mauvaise réputation, donc bien évidemment, c'était un clergé qui se livrait à la boisson, au libertinage, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais bon, on n'en sait rien. Alors, la population et la municipalité de Plounéour-Ménez ne semblent donc pas avoir été très favorables à la Révolution. Donc Jacques Caïnec est un peu en porte-à-faux ici à Plounéour-Ménez. Et puis,
Il y a un dernier élément, ce sont des raisons de sécurité au choix de Keinec de quitter Plounéour-Ménez. Sous le consulat, ici, dans le département, il y avait beaucoup d'insécurité. Il y avait beaucoup de brigandage et puis un peu de chouannerie, enfin pas énormément, mais les routes étaient peu sûres. À l'époque du consulat, même les autorités du département sont menacées. Alors il y a un exemple qui est un petit peu moins connu, c'est le cas du préfet, le premier préfet du Finistère, qui a été attaqué sur la route de Rosporden à Banalec par des brigands. Et puis un cas qui est, lui, très connu, c'est l'exemple de l'évêque constitutionnel Audrin, qui avait des relations épistolaires avec Jacques Keinec, qui, lui, a été assassiné par les Chouans. Et en 1802, vous avez une affaire qui a fait quand même du bruit dans le département. C'est l'affaire d'Alain Pouliquin, qui était un riche fabricant de toiles de Ploudiri, qui était d'ailleurs apparenté à Jacques Keinec, donc il se connaissait bien, qui avait acheté beaucoup de biens nationaux. Mais lui, vraiment, en avait acheté énormément. C'est même le fabricant de toiles qui a acheté sans doute le plus de biens nationaux dans le Léon. Il est enlevé par les Chouans, qui exige de sa famille une rançon pour pouvoir le récupérer vivant. Donc la famille est obligée de payer une rançon. Alors dans un tel contexte, il est possible que Keinec, ici à Kermorvan, pouvait effectivement se sentir menacé. Alors, Jacques Keinec, donc, il s'installe à Guitlan, il y meurt en 1817, donc dans ce manoir de Kermorvan qui est devenu sa propriété. D'après le témoignage d'un de ses descendants, des royalistes seraient venus danser sur sa tombe quelque temps après son enterrement. Alors, nous ne savons pas exactement ce qui s'y est passé, s'il y a eu une sorte de profanation ou ce genre de choses. Ce qui est certain, c'est qu'il a suscité l'hostilité d'une partie de ses contemporains, du fait de son engagement dans la Révolution. Pour ses détracteurs, Keinec s'est compromis avec la Révolution, qui lui a permis de jouer un rôle politique et de tirer profit de la vente des biens nationaux. Alors pour autant, son engagement lui a coûté un engagement qui était sincère, lui a coûté cher, une longue séparation avec sa famille et surtout une année de prison qui aurait pu le conduire à l'échafaud. Alors ça peut paraître paradoxal, mais son élection à la députation donc en septembre 1792 lui a en fait probablement sauvé la vie. Parce que s'il n'avait pas été élu député, il aurait probablement en novembre 1792, 2 mois plus tard, été élu administrateur du département. Et pendant la Terreur, la plus grande partie des administrateurs du département ont été guillotinés à Brest. Il y a 26 des administrateurs qui ont été guillotinés. Et donc, ceux qui ont été élus députés auraient probablement été élus administrateurs. Et donc, je pense que son élection à la députation lui a donc probablement sauvé la vie.